Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa. Dans cette édition spéciale de Focus, nous avons un invité. Il s'agit de Pascal Affi-N'Guessan, ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire et président du Front Populaire Ivoirien, FPI. Pascal Affi-N'Guessan, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre aux questions de Vox Africa. J'ai envie de dire, on n'est pas à Abidjan, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa, République démocratique du Congo. Vous êtes venu pour l'investiture, notamment du nouveau président Félix Tshisekedi. Alors, comment vous justifiez votre présence à cette investiture? Au devoir de solidarité envers un camarade de lutte, puisque l'UDPS est membre de l'Internationale socialiste, et dans ce cadre, nous avons eu plusieurs occasions de nous rencontrer, de nous parler, et nous sommes donc pratiquement devenus des amis. Et donc il s'agit de venir apporter le soutien du Front populaire ivoirien, la solidarité de la grande famille des socialistes à un camarade qui accède au pouvoir. Alors, vos regards sur cette élection, comme vous le savez, c'est une élection qui a beaucoup fait parler. Il y a eu notamment des contestations vives de l'un des opposants, Martin Fayoulou. On a eu la communauté internationale qui s'est prononcée, mais au niveau local, l'Église catholique à travers la SENCO. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à tout ce processus électoral? Dire qu'il faut saluer la grande maturité des Congolais, parce qu'effectivement, ce n'était pas évident. Et bien avant même le jour du scrutin, on sait dans quel contexte se sont déroulées les différentes opérations de recensement électoral, les reports successifs, les inquiétudes des uns et des autres. Donc tout le monde s'attendait au pire. Et même si donc, les élections ont été par-ci par-là en dehors de ce que les uns et les autres auraient souhaité, ce qu'il faut noter, c'est que tout ceci se soit passé dans de bonnes conditions et qu'en définitive, le pire ne soit pas arrivé. Mais pas d'aussi bonnes conditions. On sait par exemple qu'il y a toute une partie du pays qui n'a pas pu voter. On a quand même noté de la légèreté, des irrégularités dans ce processus. Donc on ne peut pas dire que les choses se sont bien passées. Non, évidemment, ce n'était pas parfait. Ce n'était pas parfait. Mais je pense qu'elles auraient pu être pires, ces élections. Elles auraient pu déboucher sur des trous plus graves, sur une situation même d'impasse. Et donc, il faut, c'est vrai, déplorer les insuffisances du processus électoral, les, disons, considérer comme légitimes les réactions des différents acteurs, mais il ne faut pas aussi tout noircir. Et il ne faut pas oublier aussi ce qui est positif dans ce qui est arrivé, la grande sagesse qui a guidé la plupart des acteurs politiques, le président Kabila, l'Église catholique, tous les autres opposants. Et je pense qu'il s'agit maintenant pour les différents acteurs de voir comment dépasser ces situations d'insatisfaction pour privilégier l'intérêt général, l'intérêt de la nation congolaise et voir comment poursuivre la consolidation du processus démocratique, comment construire la paix dans ce grand pays si riche, de manière à ce que, je dirais, les scrutins à venir puissent permettre aux Congolais de s'exprimer pleinement en tirant les leçons de ce qui s'est passé au cours de ce scrutin. Vous êtes partisan de la thèse « vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès » parce qu'il faut reconnaître qu'il y a quand même des doutes, j'ai envie de dire, justifiés sur la sincérité du scrutin qui vient de se dérouler. Bien sûr, le doute. Mais vous savez, en pareille circonstance, il y a ces doutes-là face à d'autres certitudes. Voilà. Et en particulier la certitude du Conseil constitutionnel, la certitude des acteurs électoraux, de la Commission électorale indépendante. Et je crois que c'est autour de ces contradictions qu'il faut trouver un chemin. Voilà. Et il faut que le chemin soit un chemin de paix, de stabilité. Et je crois que c'est ce que les Congolais ont trouvé. Cela ne signifie pas que tous les problèmes sont réglés. Cela signifie qu'il faut maintenant que les nouvelles autorités fassent preuve d'ouverture et de dialogue pour parler avec tous les autres acteurs, ceux qui, jusqu'à l'heure actuelle, ne sont pas encore totalement satisfaits de ce qui s'est passé. Mais puisqu'il faut faire un choix étant fait, comment faire pour impliquer les autres acteurs, les insatisfaits, les impliquer dans le processus qui va être mis en place, faire en sorte qu'ils trouvent leur part, que leurs préoccupations soient prises en compte, que leurs aspirations soient prises en compte, de manière à ce que ce soit dans l'unité, dans le rassemblement de toutes les forces, chacun jouant
sa partition, que le nouveau Congo avance vers davantage de paix, de stabilité et de progrès. Comme vous vous en doutez, on va forcément parler de la Côte d'Ivoire, mais avant d'y arriver, j'ai deux dernières questions sur la République démocratique du Congo. Un mot concernant le président sortant, Joseph Kabila. Tout le monde l'annonçait comme quelqu'un qui va se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Il n'en est rien aujourd'hui. Tout le monde craignait, et je dois dire que nous, en tant que journalistes aussi, craignait le pire dans ce pays. Mais aujourd'hui, on est surpris de voir comment il a géré cette transition de manière pacifique. Il faut dire que c'est la première fois qu'on assiste à ça en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de Joseph Kabila dans tout ce processus-là? Il faut d'abord dire que le grand défi en Afrique pour les leaders politiques, pour les chefs d'État, c'est la sortie. Quelle que soit la manière dont on est entré dans le système, on a accédé au pouvoir. Comment on sort? Est-ce qu'on sort par la petite porte, sous les huées, ou est-ce qu'on sort grandi, quel que soit ce qu'on a pu faire pendant tout son règne? Et je crois que le président Kabila a su sortir par la grande porte. Il a su, dans un contexte très délicat, très difficile, il a su se mettre au-dessus. Il a su faire preuve de grandeur, il a su faire preuve d'esprit patriotique et faire en sorte que le chaos attendu par les uns et les autres ne se produise pas. Je crois que c'est un message à l'endroit de tous les chefs d'État qui sont confrontés aux mêmes défis. Et comment sortir dignement de scène? Il faut savoir partir, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, sinon c'est non seulement votre dignité, votre honneur qui sont totalement saccagés, mais c'est le pays aussi qui sombre parfois dans la violence. Le nouveau président, Félix Antoine Tshisekedi, un discours que certains ont qualifié de fondateur, mais aussi de rassembleur. Il a tendu la main quasiment à tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous avez perçu dans ce message-là? Quelle est la volonté aujourd'hui, selon vous, en tant qu'homme politique, de Félix Tshisekedi qui accède au pouvoir il y a quelques jours seulement? De la part du chef de l'État, le sens de l'intérêt général, de l'ouverture du rassemblement. Et j'espère que M. Fayoulou saura trouver les voies et moyens pour prendre sa place dans ce processus nouveau, en jouant la partition qui doit être la sienne, à savoir le chef de l'opposition, mais aussi en créant les conditions pour que... Ce sont tous des fils du Congo. Pourquoi ne travailleraient-ils pas ensemble? Surtout qu'ils ont été dans l'opposition ensemble. Voilà. Ils ont failli tous soutenir le même candidat, à l'occurrence. J'ai parlé avec le président Fayoulou. Je crois qu'il n'a au plan personnel aucun grief contre le président Tshisekedi. Il y a forcément la compétition politique, elle a eu lieu. Maintenant, il faut aussi le service du Congo, et je pense qu'il doit être disponible, et il appartient à tous les acteurs, y compris le chef de l'État, de créer les cadres pour permettre à tous ces acteurs de faire connaître leur opinion et de voir quelle place ils peuvent occuper dans la marche de l'État à l'heure actuelle. Alors revenons sur un sujet qui doit vous intéresser beaucoup plus, c'est celui de votre pays. Et on va commencer par ce qui fait l'actualité encore aujourd'hui. C'est le président Laurent Gbagbo acquitté avec notamment Charles Blé Goudé, mais encore détenu. Alors j'ai envie de vous demander, Pascal Afingessant, comment vous, à titre personnel, vous avez accueilli cette décision historique de la Cour pénale internationale? Avec beaucoup de joie et de soulagement, parce que c'est une libération qui était attendue par les Ivoiriens depuis plusieurs années. En Côte d'Ivoire, personne n'a jamais douté de l'innocence du président Gbagbo. Il a été injustement déporté à la CPI, et donc tout le monde attendait qu'un jour ou l'autre la vérité éclate, et elle vient d'éclater ce 15 janvier. Nous nous en réjouissons et nous espérons que cette libération va booster le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, qui a été fortement handicapé par l'incarcération du président Gbagbo, de même que l'unité au sein du Front populaire ivoirien, qui a aussi parti de cette arrestation et de cette déportation du président Gbagbo. En tout cas, on va en parler de l'unité au sein du FPI. Mais avant, vous parlez d'innocence. Est-ce que cet acquittement peut vraiment être assimilé à de l'innocence? La Cour pénale internationale peut-être seulement été totalement moribonde, n'a pas su faire un dossier solide. Parce qu'une chose est constante, c'est qu'il y a eu des victimes en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la certitude, quel que soit l'angle par lequel on prend le problème. Et ces victimes ont forcément une cause et
des responsables. En tout cas, le procès qui a été intenté par le procureur n'a pas pu démontrer la culpabilité du président Laurent Gbagbo par rapport au chef d'accusation. Et pourtant, il a fallu 8 ans. 8 ans de détention, des années d'enquête. Donc, s'ils n'ont rien trouvé, c'est qu'il n'y a rien. Et le président Gbagbo ne peut pas organiser le massacre de population civile. Le président Gbagbo est celui qui a été attaqué en 2002 par une rébellion armée. Il a résisté, il a participé à tous les forums de négociation parce qu'il a fait l'option du dialogue pour sortir de la crise. On ne peut pas du tout l'accuser d'être un criminel de guerre. Comment comprendre son maintien en détention? Parce que c'est l'un des gros problèmes. Je n'ai pas envie de vous enliser dans le débat purement juridique, mais il y a un réel problème. Et on sent que la Cour pénale internationale sur cette affaire joue plus ou moins sa survie, parce qu'il y a une grande division, notamment entre les juges et le bureau du procureur. Comment est-ce que vous avez perçu son maintien en détention? Est-ce que vous pensez qu'il y a une dimension politique forte qui continue à influencer la marche de la Cour? Oui, nous avons perçu ce maintien en détention comme une grande injustice, parce qu'on ne peut pas déclarer quelqu'un innocent, on ne peut pas l'acquitter et le détenir en même temps en prison. Ce sont les incongruités de la CPI. Et ce sont ces situations d'ailleurs qui fondent la méfiance d'un certain nombre de personnes envers cette institution. Nous espérons que l'audience qui va avoir lieu le 1er février permettra à la Cour pénale internationale de se ressaisir et de procéder purement et simplement à la libération du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Sinon, personne ne comprendrait qu'un accusé, qu'une personnalité soit acquittée et que le principe de la liberté soit la règle et qu'une institution internationale maintienne ces personnes en détention. Donc nous sommes confiants, nous savons que quelles que soient les manœuvres politiciennes qui peuvent avoir lieu, le président Gbagbo et Charles Blé Goudé seront forcément libérés parce que la vérité, elle est implacable, elle ne peut pas être contournée. Et quel que soit ce que ceux qui l'ont attrait devant ce tribunal international vont faire, la vérité finira par triompher. Le président Gbagbo nécessairement sera libéré dans les jours à venir. Il pourrait être libéré, mais ne pas pouvoir venir en Côte d'Ivoire, parce qu'on parle de plus en plus d'une liberté conditionnelle, où on le laisserait notamment dans un pays qui voudrait bien l'accueillir, mais pas de possibilité de retour immédiat, en tout cas en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose d'inquiétant? Bien, de préoccupant, c'est vrai, parce que la Côte d'Ivoire a besoin du président Gbagbo. Le processus de réconciliation nationale dans notre pays a besoin du président Gbagbo, parce que c'est un acteur majeur de la vie politique en Côte d'Ivoire. Et la situation dans le pays n'est pas facile. Il faut que nous arrivions à tourner la page de ces événements pour écrire de nouvelles pages, des pages de paix, des pages de justice, de liberté et de démocratie en Côte d'Ivoire. Cela ne sera pas possible tant que le président Gbagbo sera en dehors du territoire national. Et nous pensons que tous les acteurs qui sont impliqués dans cette crise, que ce soit des adversaires ou des partisans du président Gbagbo, comprennent qu'aujourd'hui, l'intérêt de notre pays, c'est que le président Gbagbo soit en Côte d'Ivoire et qu'il fasse en sorte que cette libération soit concrète, soit effective, pour qu'ensemble, nous nous asseyions autour de la même table pour penser les blessures du passé, pour faire le diagnostic de ce qui a pu nous diviser à un moment ou à un autre de la vie de notre pays, et puis fonder un nouveau départ pour la paix, pour la stabilité et pour le progrès de ce pays qui a d'énormes ressources, mais qui a besoin de paix et de stabilité pour les rentabiliser, pour les promouvoir. Alors Pascal Affi-N'Guessan, vous, à titre personnel, quel est l'état de vos rapports aujourd'hui avec le président Gbagbo? Ce sont les mêmes rapports que nous avons toujours eus. J'ai été toujours aux côtés du président Gbagbo, j'ai été son tout premier ministre. Et quand il a quitté la direction du parti en 2001, pour respecter la Constitution, c'est moi qui l'a permis de prendre la direction du parti. Cela fait 18 ans que je suis à la tête du FPI et nous avons connu ensemble les affres des arrestations. Après le 11 avril 2011, je me suis retrouvé en prison pendant 2 ans et demi en Côte d'Ivoire, lui à la CPI. Je suis sorti et j'ai repris
le flambeau pour continuer la lutte, pour d'abord reconstruire le FPI qui a été totalement démembré par la crise et repositionner le parti à la fois sur le chiquier national et à l'international. Aujourd'hui, je suis à Kinshasa dans le cadre de cette politique de repositionnement. Donc, pour faire en sorte que quand le président Laurent Gbagbo va retrouver le pays et le Front populaire ivoirien, il trouve un parti debout dans le combat politique et pour que nous continuions la marche en avant. Ce n'est pas très politique ce que vous dites policier, parce que des indiscrétions nous disent que ça ne va plus entre le président Laurent Gbagbo et vous. Vous le savez bien que le FPI est divisé aujourd'hui. Vous tenez ce qu'on peut appeler une partie du FPI, qu'on peut qualifier, certains ont qualifié de modéré, parce que comme vous le savez, on a estimé à un moment donné que vous voulez faire ami-ami avec le régime en place, et il y avait une aile dure du FPI. Alors, c'est quoi la réalité aujourd'hui? Non, mais la réalité, c'est ce que vous décrivez. C'est vrai qu'il y a une aile dure, comme dans tout parti politique, comme dans toute organisation sociale, lorsqu'elle est confrontée à une situation difficile, il y a des courants, il y a des tendances. Il y a ceux qui pensent qu'il faut rester dans une logique d'affrontement permanent, de non-coopération, de refus de dialogue. Et puis, moi, j'ai fait l'option du dialogue politique pour permettre au parti d'abord de profiter des espaces qui vont lui être offerts pour pouvoir se reconstruire, de la réconciliation nationale, parce que c'est dans l'intérêt de notre pays. Donc, je fais le choix de l'ouverture du dialogue et de la reconstruction du parti, pendant que d'autres voudraient que nous soyons dans une logique de belligérance permanente, dans une logique radicale. La libération de Gbagbo, vous ne pensez pas avoir pris le mauvais camp? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce sont les radicaux qui gagnent avec cette libération, ceux qui disaient Gbagbo ou rien. Non, mais pourquoi les radicaux ont gagné? Est-ce que Gbagbo va forcément être libéré? Est-ce que c'est eux qui ont contraint la CPI à libérer Gbagbo? C'est le dialogue, c'est l'ouverture, c'est l'évolution. Et aujourd'hui, nous tenons toujours le discours de l'apaisement, parce que les quelques blocages qui peuvent avoir lieu peuvent être résultés de la méfiance que certains acteurs peuvent avoir par rapport au retour du président Gbagbo. C'est-à-dire que dans le contexte actuel, ce n'est pas en effrayant les autres qu'on crée les conditions de la libération du président Gbagbo. C'est au contraire en tenant un discours d'unité nationale, en disant que le président Gbagbo est un homme de paix, que son retour est une opportunité pour la paix et pour la stabilité. C'est comme ça que nous pouvons travailler, au contraire, au retour du président Gbagbo. Depuis que le président Gbagbo est à la CPI, toutes les charges, tous les refus, les 13 refus de libération provisoire s'appuient sur le fait qu'il a des partisans radicaux qui soit tentent de prendre des armes ou qui seraient tentés de le cacher, de le soustraire à la CPI. Donc c'est la méfiance vis-à-vis d'une frange des partisans du président Gbagbo qui constitue aujourd'hui le blocage, et certains blocages à sa libération. Et donc c'est pourquoi nous tenons le discours de l'apaisement. L'apaisement, c'est à nous que ça profite et c'est au pays que ça profite. Les menaces, les dangers que nous faisons profiter à l'horizon ne favorisent rien. Et donc voilà, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui ce sont des radicaux qui ont permis l'évolution de la situation à l'heure actuelle. Un peu personnel, quand est-ce que vous vous êtes parlé la dernière fois avec le président Gbagbo? Mais le président Gbagbo à ces pays, moi je suis en Côte d'Ivoire, donc on ne peut pas parler. Il y a le téléphone, il parle avec d'autres personnes. Non, mais il ne parle pas avec n'importe qui. Oui. Le président Gbagbo a au moins peut-être une ou deux personnes avec qui il peut parler directement. Mais vous êtes... le fait même de ne pas parler, pour moi, ce n'est pas... Non, il faut juger les gens par rapport aux actes. Vous nous avez très bien dit, vous étiez, j'ai envie de dire, le bras droit de Laurent Gbagbo, la personne avec qui il a été de tous les combats. Ça veut dire que s'il y a une personne qui devrait être dans le premier cercle de Laurent Gbagbo, c'est vous. Mais depuis des années, aujourd'hui, on a l'impression que c'est la rupture entre vous, réellement. C'est vous qui le dites. Moi, je ne considère pas ce sont des faits. Je dis c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. La rupture s'exprime par des faits, par des mots, par des gestes. Voilà. Moi, je ne considère qu'il n'y a aucune rupture. Et de toute façon, nous n'avons pas besoin de spéculer sur la question. Quand le président Gbagbo va sortir, si effectivement il y a une rupture avec la Finguessan, ce sera évident. Et chacun l'assumera. S'il n'y a pas de rupture, parce que de toute façon, en ce qui me concerne, je ne me reproche rien. J'ai fait ce que mon devoir de président du Front populaire me dicte. J'ai fait ce que l'intérêt national me dicte. J'ai fait ce que l'intérêt du Front populaire ivoirien des populations me dicte. Je ne peux pas rentrer dans une logique pour faire plaisir à quelqu'un, parce que nous devons faire preuve de radicalité, alors que le contexte est un contexte où nous devons profiter des opportunités pour nous reconstruire. Aujourd'hui, le Front populaire ivoirien a des députés.
à l'Assemblée nationale. Moi-même, je suis député, je suis président du conseil régional. Nous avons une centaine de conseillers, plus de 200 conseillers municipaux et conseillers régionaux. Grâce à notre participation, nous avons une dizaine de vice-présidents de conseils régionaux, des dizaines d'agents au maire. Ça, c'est un capital qui résulte des choix tactiques et stratégiques que nous avons fait. Et c'est ce que nous allons offrir au président Laurent Gbagbo à son retour. Nous avons travaillé à faire en sorte que le PDCI et le RDS se séparent et qu'une plateforme soit possible avec le PDCI par rapport à l'échéance de 2020. Ce sont des acquis. Et par rapport à cela, je n'ai aucune honte d'avoir fait l'option stratégique que j'ai faite. On va parler justement de 2020 parce que c'est l'élection que tout le monde annonce. Laurent Gbagbo, probablement libéré dans quelques jours, devient un des acteurs majeurs de ce processus. Si jamais Laurent Gbagbo peut revenir en Côte d'Ivoire et peut par la même occasion être candidat à cette fameuse élection de 2020, est-ce que vous êtes prêt à vous reculer pour remettre Laurent Gbagbo au devant de la scène? Évidemment. Ça ne pose aucun problème. En 2010, il était notre candidat. Si en 2020, il peut être notre candidat parce qu'il est libre et peut accéder, disons, être éligible, il n'y a pas de problème. Nous nous rassemblons autour de lui pour continuer la lutte. Mon problème n'est pas un problème de combat personnel. Je ne me bats pas pour des positionnements personnels. Je me bats pour des valeurs, pour des principes et pour l'intérêt du parti et l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Donc, l'intérêt du parti et l'intérêt de la Côte d'Ivoire, s'ils sont incarné par le président Gbagbo en 2020, comprenez qu'il ne se posera aucun problème pour que nous nous rassemblions autour de lui, comme nous l'avons fait en 2010. D'accord. Alors, comment, selon vous, relier le FPI aujourd'hui? Est-ce que vous avez engagé déjà le dialogue avec l'aile dure? Parce qu'on parle aussi de la libération de Simone Gbagbo. Il y a eu aussi beaucoup de spéculations là-dessus, sur vos gratitudes après cette libération. Aujourd'hui, comment ça se passe? Parce qu'on sait que Simone Gbagbo, c'est aussi une actrice de premier plan dans cette scène politique. Personnellement, je ne suis pas dans les combats de personnes. Je suis pour des principes. Je suis président d'un parti politique qui a connu des difficultés particulières en 2011, qui ont entraîné l'arrestation d'un certain nombre de leaders de premier plan, dont Simone Gbagbo, dont le président Gbagbo. Aujourd'hui, progressivement, nous sommes en train de nous retrouver. Lorsque le président Gbagbo va revenir, nous allons, dans le cadre du parti, et parce que je suis convaincu que son retour va calmer tous ceux qui s'excitent ici à Abidjan, donc nous allons nous retrouver dans les structures du parti. Le parti a des organes pour trancher de tous les problèmes. Il y a un congrès, une convention, et s'il s'agit de redistribuer des rôles, chacun aura la place qu'il mérite. S'il s'agit de la compétition électorale, de choisir un candidat pour l'élection présidentielle, on a des organes et le plus méritant parmi nous sera choisi. Aujourd'hui, nous savons que la place du président Gbagbo est incontestable à la tête à l'intérieur du FPI. Mais il commence à avoir un certain âge, Laurent Gbagbo. Oui, mais tout ça, ce sont des choses qui se décident, qui se discutent. Il a d'abord sa propre vision. On ne sait pas quelles sont ses intentions politiques. Il faut les connaître. Pour cela, il faut qu'il soit libre. Et puis, il y a le débat démocratique au sein du parti. Alors, Pascal Afingessant, pour sortir, la scène politique ivoirienne aujourd'hui nous sert un spectacle, j'ai envie de dire, inattendu, comme celle de la Côte d'Ivoire est à mesure de le faire. Le RHDP qui quasiment est en train de voler en éclats. On est en train de parler aujourd'hui de la mise sur pied, on en a entendu pendant longtemps, d'un parti unifié. Aujourd'hui, on voit Henri Konan Bédié se rapprocher du FPI, Guillaume Soro, où on ne sait plus finalement où se situer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire effectivement de ce RHDP qui, rappelons-le, a tenu il y a quelques jours son congrès? Non, mais il faut d'abord noter que ce n'est pas nouveau en Afrique. Cette recomposition du paysage politique, elle est dans la logique de l'évolution du pays, et dans la logique même de la crise que le pays a connue. Et donc, c'était logique qu'à un moment ou à un autre, le RHDP éclate. Ça a été un assemblage du cheval et du cavalier. Et aujourd'hui, le PDCI refuse d'être l'éternel cheval. Il veut prendre ses responsabilités. Il veut avoir son... Ça a l'air de vous arranger. C'est une situation qui vous arrange. Ça arrange le pays. Alors, comment comprendre la proximité, j'ai envie de dire, soudaine avec Henri Konan Bédié, avec le PDCI? Elle est fondée sur la nécessité de construire la paix, l'unité nationale, la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ce sont des valeurs fondamentales. Et autour de ces valeurs, nous pouvons nous rassembler.
Voilà. Au-delà de nos divergences idéologiques. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a d'abord besoin de paix, de stabilité et de démocratie. Ce sont des valeurs connues, ce sont les fondamentaux de la République. Or, ces fondamentaux, il faut que tous les acteurs qui considèrent que ces fondamentaux sont remis en cause, sont en danger en Côte d'Ivoire, qu'ils soient en mesure de s'associer pour les restaurer de manière à ce que le jeu politique puisse s'inscrire dans un contexte apaisé dans les années à venir. Est-ce qu'on peut imaginer une alliance FPI-PDCI pour les élections de 2020? Mais elle a déjà commencé. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans les conseils municipaux et dans les conseils régionaux, mais c'est avec le PDCI. Nous venons d'entamer ensemble les discussions pour participer au dialogue sur la réforme du cadre juridique institutionnel des élections. Hier, il y a eu une réunion des deux états-majors. Au cours de la semaine qui commence, il y aura plusieurs réunions de manière à ce que nous parlions d'une même voix au cours de ces négociations avec le gouvernement. Et puis, progressivement, la plateforme va se mettre en place avec tous les autres acteurs politiques qui veulent bien s'associer avec nous afin de mettre fin au régime de M. Alassane Ouattara. Alors, dernier mot, dernière question, c'est sur un acteur que vous connaissez très bien sur la scène ivoirienne, c'est Guillaume Soro. Vous qui connaissez très bien la scène politique ivoirienne, où est-ce qu'on le situe aujourd'hui? Parce que moi qui observe ces scènes politiques depuis des années, j'ai envie de dire, je suis un peu perdu. Parce que Guillaume Soro, il a été avec Gbagbo, il a été avec Ouattara, aujourd'hui on le voit avec Bédié, et le contexte aujourd'hui semble faire de lui une sorte d'électron libre. On a l'impression qu'on ne sait plus de quel côté le positionner. Vous, quelle est votre lecture? Parce que c'est l'un des acteurs majeurs de la scène politique ivoirienne, tout comme certains espèrent que peut-être dans votre parti, au lieu de Laurent Gbagbo, ce sera peut-être Charles Blé Goudé qui portera le flambeau. Alors Guillaume Soro, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? On peut dire qu'aujourd'hui, M. Guillaume Soro a rompu avec M. Alassane Ouattara. C'est la première certitude. C'est un divorce consommé. C'est un divorce consommé. Maintenant, il s'offre à lui deux possibilités. Rejoindre la grande plateforme que nous sommes en train de construire. Je note qu'il a eu plusieurs rencontres avec le président Bédié, qu'il est en très bon terme avec le président Bédié, que celui-ci est presque assuré que M. Guillaume Soro sera du côté de l'opposition de cette plateforme. Nous attendons que dans les jours à venir... Quels sont les rapports de Guillaume Soro avec le FPI? Il a dit, il demandait pardon, il a un discours... J'ai envie de dire, finalement, c'est un acteur assez atypique de la scène politique ivoirienne parce qu'on a l'impression qu'une fois de plus, il va encore s'en sortir. De toute façon, il est un acteur, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, donc on ne peut pas considérer cela comme un acteur mineur. C'est un acteur majeur. Il a sa place en Côte d'Ivoire, il a décidé de faire la politique, donc il aura toujours son rôle à jouer dans la politique, quelle que soit la place qu'il occupera. Comme les autres acteurs ont aussi leur rôle à jouer. Alors, donc aujourd'hui, quels sont les acteurs qui veulent mettre fin à la dictature de M. Alassane Ouattara pour construire la démocratie, la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire? Autour de ces thèmes-là, de ces valeurs, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et je pense que M. Guillaume Soro a sa place dans la reconstruction de ce pays. Pascal Affi-N'Guessan, merci beaucoup. Merci. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition de Focus sur Vox Africa. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous.